Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones militaires russes, les drones passés, les présents et l'avenir de cette industrie militaire russe des drones. Depuis 2009, la Russie a investi des efforts considérables dans le développement de véhicules aériens sans pilote UAV drones à des fins militaires. Ils ont utilisé des drones pour la reconnaissance, le ciblage, la guerre électronique et les frappes directes. Certains de ces drones sont utilisés en Ukraine et en Syrie depuis 2014, tandis que les drones de combat, c'est-à-dire par exemple les drones Orion et Altius, étaient encore en phase de recherche et de développement début 2022. Cependant, après un an de guerre en Ukraine, l'armée russe a perdu la plus grande partie de ses drones de reconnaissance tactique et de ciblage. Dans le même temps, elle n'était toujours pas en mesure de déployer des drones de combat avancés. Dès l'automne 2022, soit environ 6 mois après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie a commencé à utiliser à grande échelle des munitions errantes iraniennes et continue d'en être fortement dépendante à l'automne 2023, même si des usines ont été créées en Russie améliorant les drones iraniens. Malgré les efforts visant à accroître leur production, l'utilisation par la Russie de ses propres munitions errantes reste insignifiante. S'appuyant sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, la Russie a pu développer son propre drone. Pour la production de drones, la Russie a importé des produits électroniques, des moteurs et des équipements industriels qui sont les plus importants des composants électroniques d'Europe, des États-Unis, d'Israël et du Japon, entre autres. Le problème fondamental de l'intégration des drones dans les différentes branches des forces armées russes et de la doctrine militaire russe n'a pas été résolu. L'agression à grande échelle contre l'Ukraine a mis au défi la Russie. Les sanctions occidentales et la diminution des capacités financières, technologiques et les capacités humaines sapent les projets de drones sophistiqués lancés dans les années 2010, ainsi que la stratégie de développement de l'aviation sans pilote pour 2030-2035 et mis en 2023. L'armée russe a reconnu que l'Ukraine traitait et échangeait les informations entre les drones et l'artillerie beaucoup plus rapidement, et ce traitement, ainsi que la compatibilité générale des différents systèmes en Russie, des forces armées, nécessitait des améliorations cruciales. Le manque de systèmes de commandement, de contrôle et de communication, ensemble avec un processus de prise de décision trop centralisé et l'immense théâtre, a rendu les unités tactiques plus petites pour l'armée russe, dépendante de l'importation de petits drones commerciaux et agricoles comme ceux de la société chinoise DJI. Contrairement à l'Ukraine, la Russie ne peut pas compter sur un vaste mouvement civique qui fournit systématiquement aux forces armées des drones commerciaux et autres équipements, sauf depuis plusieurs semaines pour les systèmes anti-drones portatifs chinois achetés par les parents des soldats russes des tranchées en Ukraine. Basé sur l'expérience de l'utilisation du Shahed 136 de fabrication iranienne et du Shahed 131, l'armée russe a commencé à déployer des efforts pour de meilleures tactiques d'utilisation des essaims de drones ainsi que le développement d'un système de commandement et de contrôle plus efficace. Dans le même temps, l'armée russe s'est concentrée sur le développement et l'amélioration des capacités de lutte contre les drones face aux essaims de drones ukrainiens. L'incertitude dans l'industrie russe des drones et dans l'ensemble de l'aérospatiale industrielle russe persistera, voire augmentera dans les années à venir. Compte tenu de la dépendance à long terme de la Russie à l'égard des composants importés et des équipements industriels avec une main-d'œuvre limitée et des pertes massives des drones pendant la guerre en cours, les capacités de la Russie en matière de reconnaissance et de ciblage, ainsi que dans les armes de haute précision, stagnera, sinon diminuera dans un avenir prévisible. Considérant que l'Ukraine fait des avancées significatives dans l'utilisation des drones avec l'aide de ses alliés occidentaux, la Russie ne pourra pas restaurer sa supériorité dans cet aspect de la politique militaire. Alors parlons maintenant de l'évolution de la Russie, des programmes de drones
et de cette politique de conception des drones entre les années 60 et 2010. L'Union soviétique a développé ses premiers drones dans les années 60 jusque dans les années 80. Son approche était plutôt limitée au début des années 80. Il n'y avait que deux types de drones de reconnaissance. Le drone Tu-141 Strix, produit par le Tupolev Design Bureau et qui a volé pour la première fois en 1974 et a été mis en service en 1979. À peu près au même moment, Tupolev a également produit le drone Tu-143 Race. Les drones étaient des contre-types de drones américains, des drones comme le Ryan Model 147 et visés pour le théâtre de la reconnaissance tactique respectivement. Le Street et le Race, remplacés par le Tupolev 123 Yasterb, drone jetable de reconnaissance qui est entré en service en 1964 jusqu'en 1980. Le Tupolev 141 et le Tupolev 143 n'ont pas pu fournir d'informations en temps réel grâce à leur technicité, spécifications et difficultés opérationnelles, mais ils ont livré des photos et des cassettes vidéo après l'émission. L'avantage croissant de l'Occident dans l'électronique, système de commande et de contrôle, moteurs et autres technologies liées aux drones ont été contestés pour la première fois pendant la guerre du Liban en 1982. La Syrie, un État client soviétique, a utilisé le Tupolev 143, tandis qu'Israël a utilisé deux drones à des fins tactiques de reconnaissance, le Tadiran Mastiff et l'IAI Scout. L'Union soviétique a évolué dans deux directions en ce qui concerne les drones. Premièrement, il a investi dans le développement et la modernisation des avions à réaction drone de reconnaissance dérivés à l'origine de surface à surface air et à surface missile de croisière. Deux nouveaux drones, le Krilo 1 de Sokol Design Bureau et le Tupolev 243 ou RESD de Tupolev Bureau d'études, sont apparus. Le Krilo 1 était prévu pour la reconnaissance tactique avec une portée de 45 km. Le Tupolev 243 était une version du Tupolev 143 avec des améliorations à bord, équipement de reconnaissance et une portée étendue à 300-400 km. Et ces deux-là, ces drones, avaient une transmission de données d'imagerie en temps réel qui a permis à l'armée soviétique pour obtenir beaucoup d'informations de reconnaissance plus rapides. D'autres bureaux d'études soviétiques, comme le bureau de design Miasekiev, Shokoy Design Bureau et le bureau de conception Kamov, ont mené des recherches et du développement sur la reconnaissance lourde et même des drones de combat. L'Union soviétique a tenté de développer des drones légers pour la reconnaissance tactique et l'artillerie de repérage dans un rayon de 45 à 60 km. Ces efforts ont abouti au moteur à piston Shmel 1, UAV, entré en service en 1983. Une décennie plus tard, le drone Pchela 1T, qui utilise un moteur à piston, a été conçu par le bureau d'études Yakovlev. En 1983, le 924e centre pour les drones a été créé au sein de l'Union soviétique. Les unités de combat de drones étaient subordonnées au centre et ils étaient également responsables des tests et de la prémise en service des nouveaux drones. Malgré ces premiers progrès, tous ces efforts ont été interrompus à la fin des années 80 alors que le système soviétique s'est détérioré et a fini par s'effondrer. La dissolution de l'Union soviétique en 1991 a provoqué la fragmentation de l'industrie militaire, qui a eu un impact négatif sur le développement des drones au cours des années 90. Malgré le fait que la Russie soviétique a continué à produire le Tupolev 243 et les projets Pchelat 1T, et même mis en service opérationnel, ces drones étaient en service pour la plupart sur papier et n'étaient guère opérationnels. Il y a eu plusieurs combats de missions du Pchela 1T pendant la Tchétchénie dans les guerres de 1994-1996 et de 1999 à 2009, mais ils étaient principalement expérimentaux et le drone était presque inutile à cause des problèmes techniques et une durée de vie courte.
La Russie n'a pas utilisé le Krilo 1 et le Tupolev 243 pendant l'ère post-soviétique, notamment en Tchétchénie, en Géorgie et plus tard en Ukraine et en Syrie. En conséquence, à la fin des années 2000, la Russie avait 2 décennies de retard sur les États-Unis et d'autres concurrents dans le développement des drones. Paradoxalement, alors que les entreprises de l'ancienne industrie militaire soviétique n'ont pas réussi avec leurs drones et les forces armées russes ont expérimenté avec l'époque soviétique démodée et peu fiable les drones de nouveau privés russes, des entreprises ont développé des drones pour d'autres agences russes. Le premier était le Enix, créé en 1988 par un groupe de personnes du Tatarstan et qui est encore inconnu à ce jour. Il a mené des recherches et du développement des technologies des drones depuis le tout début. Son développement et son objectif principal étaient la cible volante et drones de reconnaissance pour les militaires de renseignement, le FSB et les forces intérimaires comme le Rosgvardia. Le drone Aileron. Ce drone, le plus produit de reconnaissance tactique en Russie et ses variantes sont apparus à la fin des années 2000 et le lancement de sa fabrication en série à partir des années 2010 lorsque la Russie les a commandés pour les forces terrestres. La deuxième entreprise privée russe dans le domaine des drones était le groupe Zala Aero créé par Alexandre Zakharov à Yvetz en 2004. Son premier petit drone polyvalent a été présenté en 2006, alors que le russe possédait un certain nombre d'outils peu utiles, les drones comme le Shela 1T, le Krilo 1 et le Tupolev 243, la police russe est devenue l'un des premiers utilisateurs des drones Zala et bientôt l'entreprise a démarré la fourniture de ces drones à Gazprom et à d'autres principales sociétés pétrolières et gazières russes à des fins de surveillance des pipines et des lignes électriques. Le ministère de la Défense n'y a pas beaucoup prêté attention. Immédiatement, après la guerre d'août 2008 en Géorgie, les dirigeants militaires russes ont donné alors la priorité au développement et à l'achat de drones. Le but urgent était de combler une lacune dans la reconnaissance tactique et le repérage d'artillerie, ce qui a été considéré comme crucial par les politiques et le leadership militaire. À long terme, le but était de développer une longue endurance et reconnaissance et combat à longue portée, et ces types de drones étaient prévus pour combler une lacune en matière de reconnaissance par satellite et ciblage à moyenne et longue portée. Ils étaient également destinés à améliorer l'aviation d'attaque au sol russe. Dans le même temps, la majeure partie de l'ère soviétique, les bureaux d'études de l'ère soviétique étaient incapables de développer de nouveaux drones basés sur la modernisation des drones existants de l'ère soviétique. Par conséquent, le programme russe de drones militaires a démarré presque à zéro, à partir à la fin des années 2000. Cette structure impliquait plusieurs grandes entreprises publiques, les entreprises dans la défense de la Russie, l'industrie, qui sont devenues en fait des acteurs dominants. Un certain nombre d'entreprises privées qui ont fusionné, soit par le secteur public, soit par les entreprises formellement privées, affiliées avec l'élite politique russe au milieu des années 2010. Les autorités russes envisageaient de développer toute la gamme de drones en même temps, de petits drones de reconnaissance électrique tactique aux lourds, longue portée et longue endurance, et les drones de reconnaissance et de combat avec turbopropulseurs et moteurs à réaction. Le développement est devenu l'un des principaux objectifs de la Russie priorité, même pour son président. La promesse était d'accroître la part des drones dans le marché russe. Le programme UAV est devenu une question de bureaucratie et donc non marchand, concurrence entre agences étatiques. Les entreprises et les petites parties prenantes comme Élite régionale, universités. En 2009-2010, la Russie a acheté 2 avions israéliens de reconnaissance, de drones, l'IAI Searcher et le Bird AI 400, et la licence pour leur fabrication en Russie sous les noms de Forpost et de Sastava, respectivement.
Les travaux de l'Oural de l'aviation civile, également connu sous le nom de UZGA, devenu une filiale de la société d'État Rostec en 2009, a lancé la production du produit sous licence de drones israéliens en 2012. En 2021, la version combat du drone Forpost, le Forpost RU, a été présentée lors de Army 2021, le principal forum militaire russe. En 2010, la société informatique Special Technology Center, créée au début des années 2000 par d'anciens officiers militaires diplômés de l'Académie militaire des communications, a commencé la fabrication en série de la plupart des drones tactiques russes modernes produits actuellement en série. Le drone de reconnaissance Orlan 10, qui est devenu un élément essentiel des unités d'artillerie russes. Certains drones Orlan 10 sont également équipés comme contre la guerre électronique tactique et sont des drones de système Lear 3. Une autre société informatique russe, Transas, était à l'origine uniquement axée sur la navigation navale, cartographie et simulateurs navals et aéronautiques. Sa filiale, la start-up Constrat, a démarré le développement des drones de reconnaissance pour le FSB à la fin des années 2000. En 2011, il a obtenu le contrat du ministère russe de la Défense pour développer le drone longue endurance de reconnaissance Orion. Les investisseurs industriels sont devenus les principaux propriétaires de Constrat et en 2015, vendu à FFK Systemia. En 2021, FFK Systemia vendu Conrad à une entité inconnue. Le drone Orion a été mis en service à l'essai d'opération depuis 2019 et a rapidement été utilisé au combat. La production en quantité de ce drone a démarré en 2022. Ensuite, il y avait le bureau d'études Sokol, OKB Sokol, qui était rebaptisé Simonov Design Bureau en 2014 au Tatarstan, a survécu dans les décennies qui ont suivi la guerre froide en raison de la production d'avions cibles ou drones cibles. Ce bureau d'études a été privatisé au début des années 2000 par des représentants de l'élite politique du Tatarstan et a finalement obtenu un contrat du ministère de la Défense russe pour développer un drone longue endurance à piston, l'Alter, également connu sous le nom d'Altius. Simonov Design Bureau a développé Alter en coopération avec Transas, Conrad, afin d'unifier autant Altius et Orion. Des problèmes sont apparus plus tard lorsque Simonov Design Bureau a échoué les dernières étapes de recherche et développement et le chef du bureau d'études Simonov était arrêté et Altius a été transféré aux travaux de l'aviation civile de l'Oural en 2018. Le développement d'Altius a été achevé en 2020 et le premier contrat pour la fourniture a été signé en 2021. Un autre projet majeur au début des années 2010 était le S-70 Okoknik. C'est un drone à réaction lourd développé depuis 2012 par Sukhoi. L'UAC elle-même a fusionné avec Rostec en 2019-2020 en raison de pertes massives. Ce drone peut être considéré comme le pendant de l'américain drone RQ-170 Sentinel avec un système de drone de combat en option. La fabrication en série de ce drone était prévue pour 2023, mais a été récemment reportée à 2025. Zala Aero Group a reçu des contrats avec le ministère de la Défense russe en 2016. Peu de temps après, il a été acheté par le groupe Kalachnikov, qui était contrôlé par Rostec et dirigé et détenu en copropriété avec Alexei Krivorunchko, l'actuel vice-ministre de la Défense. En 2019, Zala a démontré ses munitions errantes Cube BLA et Lancet qui ont complété les essais en 2021 et est devenu opérationnel en 2022. Le groupe Kalachnikov dispose également d'une deuxième filiale dans le développement des drones et de production, le système sans pilote Shvek, le fabricant du Grada et du Tachyon, drone de reconnaissance tactique. D'autres sociétés publiques russes, usines et recherche publique institutions, y compris celle appartenant au ministère de la Défense russe, a également présenté leur projet de drone à cette époque et ont obtenu des contrats de fourniture comme le drone Aileron réalisé par Enik.
De plus, il y a même eu des tests de drones disponibles sur le marché commun. Néanmoins, les dirigeants militaires ont finalement mis son pari principal sur l'Orlandis, l'Orion et le Altus. Okoknik est petit drone de reconnaissance et munitions errantes fabriqué par Zala Aero Group et Silvestre Unlimited System et Enix. Il restait un problème fondamental d'intégrer les drones dans les forces armées et leur doctrine, différentes branches et commandements, contrôle et communication des structures. Le premier concept interagence d'opération des drones gouvernementaux russes pour 2030 est paru en 2013 avec la participation du ministère des Urgences, le FSB, le ministère des Affaires intérieures et le ministère de la Défense. Ce document signifiait des efforts vers l'unification interagences et techniques, la standardisation des drones eux-mêmes et leur commandement, leur contrôle et leur communication des systèmes. Il visait à donner aux autorités et à l'industrie une vision commune vers le développement ultérieur et l'acquisition de drones. En 2014-2015, le ministère de la Défense a publié 2 documents, le programme de développement de robotique militaire avancée jusqu'en 2025 et le concept de développement des opérations de drones. L'armée russe se sont concentrés sur les points suivants: accroître l'efficacité de la reconnaissance à l'aide de drones, le développement et l'amélioration des logiciels de drones et du matériel, poursuivant le développement des drones et leurs systèmes de commandement au sol, afin d'accroître l'efficacité de l'intégration des drones avec les branches des forces armées, unités militaires et systèmes de combat uniques. Ces points reflètent à long terme les défis auxquels les forces armées russes ont essayé de résoudre au cours des années 2010 et au début des années 2020. Les forces armées russes ont créé un escadron de drones au sein de chaque division et brigade des troupes motorisées et aéroportées du milieu des années 2010. Le ministère de la Défense a rétabli son rôle de premier plan lors du développement des drones et des opérations. Alors, quelles sont les principales vulnérabilités de la base industrielle de drones russe? Tout d'abord, les moteurs et les équipements. Dans les années 2010, l'armée russe a pu développer et produire une large gamme de drones s'appuyant sur des composants importés et équipements industriels. Par exemple, en 2016-2017, la part des importations des composants de chaque arme militaire fabriquée en Russie représentait jusqu'à 80%. La Russie était capable de développer sa propre base industrielle de drones en s'appuyant sur des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour la production de drones, la Russie a importé de l'électronique, des moteurs et des équipements industriels d'Europe, des États-Unis, d'Israël et du Japon, d'autre part. Cette industrie approvisionnait l'armée russe de plus de 2000 drones de reconnaissance, drones de différents types, jusqu'en 2022. Il est possible que ce nombre était encore plus proche des 3000. Cependant, la part des drones de combat et des munitions qui traînaient parmi ce nombre était probablement très petite. Il existe également plusieurs dizaines d'entrepreneurs et sous-traitants de fabrication de drones en Russie. Cependant, les optiques importées et différents types de composants électroniques ne sont qu'une partie du défi que la Russie est confrontée, un aspect qui a été couvert par une communauté d'experts en 2022 et 2023. Une autre partie du problème pour la Russie, ce sont en fait les moteurs de drones. La question des moteurs de drones explique pourquoi la Russie n'a pas pu moderniser les drones de l'ère soviétique. Par exemple, les drones Tupolev 141, le Tupolev 143 et le Krilo 1. Les petits moteurs à turbine à gaz existants à l'époque n'étaient pas robustes pour un usage multiple et il n'existe toujours pas de production en série de moteurs pour l'un des types mentionnés de drones russes. L'Institut central d'État russe des moteurs d'aviation, avec environ 400 employés à Moscou, en collaboration avec l'usine GMZ Agat, avec environ 2000 employés à Gravilov-Am, à Yarulov, dans cette région, a développé le moteur à piston APD-100-120, un homologue de la fabrication autrichienne des moteurs à piston Rotax 914 utilisé dans les drones de reconnaissance et de combat Orion. La masse sèche du moteur APD-100-120 est de 96 kg contre 74,7 kg pour le moteur Rotax 914, avec tous ces systèmes de support.
De plus, 50 pièces, 3,6% de l'APD 100-120 vient toujours de l'étranger et se rapporte au système de carburant. Par conséquent, ce moteur est encore au stade de la recherche et développement. L'entreprise Conrad a construit une usine de drones à Doumna en 2022. L'entreprise a investi 12,5 milliards de roubles, c'est-à-dire 170 millions de dollars, au lieu des 4 milliards de roubles initialement prévus. L'usine espère produire 45 drones Orion par an d'ici 2024, mais ce n'est pas très clair comment l'usine pourra réaliser tout ce qui se rapproche à ce taux de production en l'absence du moteur de fabrication russe et sans accès au moteur Rotax. De même, on ne sait pas non plus combien de moteurs Rotax 914 ont été achetés par Conrad avant 2022. La société ODK Kimloff, filiale de United Engine Corps, une autre filiale de Rostec, développe le VK800SM. C'est un moteur à turbopropulseur dont l'utilisation est prévue pour le drone lourd Altus. Jusqu'en 2021, l'entreprise a prévu d'utiliser le RAID A03 de fabrication allemande, moteur diesel dans les Altus. Chaque Altus dispose de 2 moteurs. Le VK800SM est beaucoup plus léger que le RAID A03, 170 kg contre 360 kg, mais la certification du nouveau turbopropulseur est prévue pour la fin de 2024. Un autre problème est leur planification et le taux de production. Ça devrait être 30 moteurs annuellement après la certification et après le début de la production en série. Il prévoit d'utiliser ce moteur dans le drone Altus et le nouveau avion commercial monomoteur léger LMS 901 Baïkal. La production prévue est comprise entre 20 et 25 unités chaque année, mais la Russie sera difficilement en mesure de produire plus de 2 drones Altus chaque année après 2024, ce qui peut être optimiste. Dans le même temps, le moteur à piston APD 500 pourrait être appliqué pour Altus. Le moteur est développé par l'Institut central des moteurs d'aviation avec le Centre de recherche scientifique automobile et l'Institut des moteurs automobiles, le NAMI, et ses spécifications sont comparables à Red Motor 03, mais l'APD 500 utilise de l'essence au lieu du diesel. L'APD 500 dérive du moteur de voiture développé par NAMI en coopération avec Porsche au cours des années 2010. Cela signifie que le moteur est inévitablement dépendant des composants importés, notamment dans son système de carburant, y compris les injecteurs et ce système de contrôle. Ce n'est pas si clair que la Russie sera en mesure de lancer une production de l'APD 500 par elle-même. L'incertitude du moteur signifie que le lourd modèle Altus de reconnaissance et de combat ne sera pas opérationnel en nombre significatif de sitôt. L'UZGA a également travaillé à trouver des moteurs alternatifs pour les drones Forpost, qui utilisaient soit du Lambach de fabrication allemande moteur L550 ou Jabiru de fabrication autrichienne. 2200 moteurs, c'est en fait ce qui est apparemment le stock de la Russie des moteurs Lambach de fabrication allemande. Le premier homologue russe de moteurs Lambach et Jabiru était l'APD 80 qui utilisait un bloc cylindre entier et quelques autres systèmes du Jabiru 2200. La version suivante, l'APD 85, officiellement est apparue en 2019. Cependant, il y a encore quelques problèmes avec ce moteur en 2022. Le problème auquel sont confrontés les moteurs à réaction pour les longs courriers reconnaissance de longue endurance et les drones de combat ne disposent pas non plus d'une solution. Les premières unités d'essai du S-70 Okopnik, ce drone utilisé avec un moteur à réaction AL-31FP développé au début des années 80. Ce moteur a été remplacé par le moteur AL-41F1S développé au cours de l'année 2000, produit par ODK UMPO, la plus grande usine russe de moteurs d'avion à Oufa appartenant à United Engine Corp et utilisé dans les avions de combat Su-35 et Su-57. Les moteurs AL-31FP et AL-41F1S sont produits en série
et ont une durée de vie allant jusqu'à 1500 et 4000 heures respectivement. La buse rectangulaire développée par le drone Okpoknik a besoin d'un moteur sans poste de combustion afin de s'adapter aux dimensions. Cependant, sans poste de combustion, la poussée maximale de l'AL31FP est de 74,5 kN ou 7600 kg force. Et la poussée maximale de l'AL41F1S est de 76 kN ou 7770 kg force. Cela les rend comparables aux turboréacteurs à double flux PD-8 en cours de développement pour le SSJ-100 russe, qui sont des avions régionaux commerciaux. Les moteurs ont une poussée de 78 kN, soit 8000 kg force, de charge maximale de poussée, environ 8000 heures de durée de vie et le meilleur rendement énergétique. Le développement du PD-8 a démarré en 2019, 7 ans plus tard que le drone S-70 Okpoknik a pu voler pour la première fois. Par conséquent, le drone sera difficilement commuté sur ce moteur commercial. La fabrication d'Okpoknik est prévue pour 2025 et la fabrication en série du PD-8 est prévue pour 2024. Cela signifie que la Russie n'obtiendra jamais de drone à réaction de longue endurance bientôt, mais s'il charge Okpoknik de rentrer en service en 2025 et 2026. L'accès à des équipements industriels avancés est un autre problème. Toute l'industrie militaire russe dépend de l'industrie des équipements en provenance d'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de Taïwan, de France, d'Italie, de Suède et de la Corée du Sud, et les fabricants de drones ne sont pas une exception. Les équipements, par exemple, de Siemens, de Fanuc, de Micronic, d'Akira Saiki, de Mazatrol et de Delta. Les appareils électroniques ont été achetés pendant les années 2000-2010 et jusqu'en 2022. Ni l'un ni l'autre, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, ne peuvent fournir ce type de matériel pour l'instant. Mais, bien entendu, la Chine avance et l'Iran aussi énormément. Les principaux efforts des États-Unis et de leurs alliés doivent se concentrer sur la prévention de l'accès de la Russie aux équipements industriels avancés, aux pièces, logiciels et même des liquides de refroidissement spéciaux. Même les entreprises russes qui produisent des équipements industriels avancés comme Mechanica, Holding, Stan, Korvrov, Electro-Usines Mécaniques et les usines de métaux de Perm, les outils de travail dépendent de la commande et des systèmes de contrôle, moteurs électriques et d'autres composants clés de l'équipement précédemment fourni par les Américains, les Européens et des sociétés asiatiques, par exemple Akira Seiki, BISS, Delta Electronics et autres. Par conséquent, le spectre actuel des drones russes, programmes de recherche et de développement et de la fabrication de drones deviendra impossible à long terme. Même si la Russie pouvait conserver un accès limité à des équipements industriels avancés et essayer pour les remplacer par du matériel de moindre qualité de Chine et de Corée du Nord, il y aura peut-être une compétition entre propriétaires des entreprises et même des usines individuelles avec la participation de différents organes de gouvernement russes pour l'équipement ainsi que pour le personnel qualifié. Cela signifie que la Russie doit objectivement réduire l'ampleur de son programme de drones. En conséquence, la base industrielle militaire russe destinée à la fabrication des drones était relativement efficace que lorsqu'il s'appuyait sur des chaînes d'approvisionnement occidentales. Puisque la Russie est coupée de la plupart des chaînes d'approvisionnement, il a été confronté à de nombreux problèmes dans sa recherche et son développement et des programmes de fabrication liés aux drones. C'est pour ça qu'il s'est retourné vers l'Iran tout d'abord, puis un tout petit peu vers la Chine et beaucoup vers la Corée du Nord. L'adaptation en cours de la base industrielle des drones de la Russie à cette nouvelle réalité entraînera inévitablement une simplification des processus de fabrication. On le voit avec le Shahed 136 qui a été modifié par la Russie pour le simplifier en Geran 2. De nouveaux retards dans la production en série des plus sophistiqués des drones et ou une diminution des taux de production.
Alors parlons maintenant au niveau des drones russes dans la guerre en Ukraine, avec cette agression à grande échelle contre l'Ukraine et les approches contestées des Russes. Selon l'open source qu'on peut trouver sur Internet et les médias de renseignement Oryx, il y avait 300 pertes de drones de reconnaissance russes et des drones de combat en Ukraine confirmées par photo ou vidéo entre le 24 février 2022 et le 13 septembre 2023. Pertes incluses de 183 drones Orlan 10 et de leurs modifications, 38 drones Aileron, 38 drones Zela, 6 drones Orion, 6 drones Forpost et autres. Selon l'état-major ukrainien, la Russie a perdu 4650 drones et de différents types, dont plusieurs centaines de drones Shahed de fabrication iranienne et améliorés avec les drones Giran 2, probablement quelques munitions commerciales. On ne sait pas combien de drones la Russie a perdu dans les territoires occupés d'Ukraine en raison des problèmes techniques et humains. On ne sait pas non plus combien de petits drones commerciaux comme des DJI Mavic et d'autres fournis par la région russe ont été détruits ou même utilisés. Compte tenu du taux de production, la Russie peut avoir perdu au moins une quantité aussi importante de ces drones de reconnaissance et de flottes de drones de combat que l'Ukraine. L'armée russe s'est également rendu compte qu'il y avait souvent une mauvaise communication et un manque d'interopérabilité, même entre les unités de drones et les unités d'artillerie, qui était la priorité des efforts de modernisation au cours des années 2010. L'armée russe a également reconnu que le traitement et l'échange d'informations entre les drones et l'artillerie était beaucoup plus rapide du côté ukrainien, et ce traitement ainsi que la compatibilité générale des différents systèmes dans l'armée russe pour les forces armées nécessitent des améliorations cruciales. Les différences entre la Russie et les unités de drones ukrainiennes proviennent de quelques faits fondamentaux. Premièrement, les forces armées ukrainiennes se sont appuyées sur des solutions logicielles et matérielles et sur des pratiques organisationnelles issues du secteur privé depuis 2014. Par ailleurs, le réseau des volontaires ukrainiens, qui fournit un nombre important de drones aux forces armées ukrainiennes, a également joué un rôle crucial. En Russie, les forces armées et l'industrie militaire est dans un contexte de surréglementation et un environnement institutionnel non flexible qui empêche l'armée russe des améliorations rapides. Deuxièmement, l'Ukraine a reçu l'aide des alliés occidentaux sous forme de drones eux-mêmes, mais aussi dans le commandement, le contrôle et la communication des systèmes et dans la formation militaire. Et tous ces efforts ont amélioré les capacités de l'Ukraine à bien des égards, y compris l'utilisation des drones sur le champ de bataille. Il est probable que les dirigeants militaires russes s'attendaient à ce que l'expérience de combat des campagnes en Ukraine en 2014-2015 et en Syrie 2015-2017 se traduirait par l'invasion de l'Ukraine en 2022. Par exemple, pendant la campagne syrienne de 2015 à 2017, il n'y avait pas plus de 70 drones en permanence russes déployés, principalement des Orlan 10 et des Forpost. Cela signifie une mise à l'échelle de l'utilisation des drones sur le champ de bataille qui fait face à deux défis techniques et organisationnels dans les forces armées russes. De plus, cela signifie que la Russie était incapable de résoudre tous les problèmes des questions liées à l'intégration efficace des unités de drones dans la structure de l'armée. Un autre problème fondamental, qui est devenu crucial dans l'armée russe depuis février 2022, c'est en fait le déficit de petits drones sur le plan tactique. Depuis des années, la Russie s'est concentrée sur le développement d'escadrons de drones de reconnaissance au sein des brigades aéroportées et motorisées ainsi que des escadrons de drones de reconnaissance et de combat au sein des forces aérospatiales. Ces escadrons ont pour objectif de fournir des informations au niveau inférieur des troupes. En Russie, les forces armées et l'industrie militaire sont dans un contexte surréglementé et institutionnel non flexible, ce qui les empêche de rapides améliorations. Basé sur l'expérience de l'utilisation de drones fabriqués en Iran, les munitions errantes, les drones consommables Shahed 136 et Shahed 131, les Russes ont commencé à améliorer leur tactique d'utilisation d'essaims de drones ainsi que le développement d'un système de commandement et de contrôle efficace pour les drones. Bien qu'ils aient aucun signe que la Russie ait déjà fait toute avancée significative dans ce domaine,
il lui faut encore du matériel étranger et des logiciels sophistiqués qui ne peut être développé efficacement qu'au sein du secteur privé. Et le secteur privé a été soumis à l'administration et la loi de répressive en Russie a, pour beaucoup d'années, meurtri la recherche et le développement dans le privé. L'armée russe s'est également rendu compte qu'elle doit encore se développer et améliorer ses capacités de lutte contre les drones face aux essaims de drones ukrainiens petits et bon marché. Malgré la large gamme de systèmes de défense et de guerre électronique, le combat et la rentabilité de ces systèmes contre les essaims est modéré, voire faible. De cette manière, l'armée russe pense moderniser les anciens canons anti-aériens Zu-23 en ajoutant des systèmes de contrôle électronique modernes pour les transformer en l'une des défenses les plus efficaces, comme l'Ukraine l'a fait à l'automne 2022. Toutefois, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le programme russe de drones est devenu réactif, non proactif, en 2022 et 2023. La Russie tente également d'accroître la production des munitions errantes. En plus, le Cube BLA et le Lancet, qui sont pour la plupart utilisés par les forces spéciales russes, donc produits dans une nouvelle usine pour augmenter la production nationale à grande échelle. Pour Moscou, les nouvelles grandes usines de Geran 2, c'est-à-dire en fait les Shahed iraniens 136 modifiés par la Russie, compensent le déficit de missiles de croisière avec une portée de plus de 300 km. C'est pourquoi elle a lancé une usine d'assemblage pour la production de ces Shahed 136 Geran 2 dans un ancien supermarché bien protégé. Cependant, le problème reste le même. Obtenir des composants et des moteurs que la Russie fabrique pas ou peu. Il y a aussi un problème avec le recrutement du personnel qualifié pour que l'usine tourne. Et par conséquent, la direction fait des efforts pour recruter, écoutez bien, des jeunes hommes russes de 16 à 21 ans. Plus récemment, le gouvernement russe a publié une stratégie pour le développement des drones jusqu'en 2030. Selon le document, le scénario de base de l'industrie de drones en Russie suppose 330 000 salariés dans la recherche et développement tout en produisant et exploitant des drones d'ici 2026. 1 million d'ici 2030, 1,5 million d'ici 2035. Le nombre des drones produits en Russie devrait être de 52 100 entre 2023 et 2026. La moyenne du taux de production annuel dépasse 13 000. 105 500 entre 2027 et 2030, la moyenne du taux de production annuel dépasse 26 000. Et 107 700 entre 2031 et 2035. Dans ce cadre, la moyenne du taux de production annuel dépasse 35 500. Les indicateurs d'un scénario progressiste sont même plus élevés. 450 000 salariés d'ici 2026 et 55 400 drones produits entre 2023 et 2026, 1,1 million de salariés d'ici 2030 et 116 800 drones produits entre 2027 et 2030 et 1,6 million de salariés d'ici 2035 et 199 100 drones produits entre 2031 et 2035. Les deux basiques et les scénarios progressistes sont absurdes parce qu'ils ne prennent pas en considération les réalités du marché du travail russe et la démographie. Indépendamment des projets irréalistes, le nombre d'employés de l'industrie du drone, le taux de production projeté signifie que le gouvernement russe ne va pas créer de grandes surprises qu'on connaît déjà. La Russie va suivre le modèle extensif du développement de l'industrie des drones qui est apparu au début des années 2010. Le gouvernement russe va investir plus d'argent en drones, plus étatiques ou semi-étatiques. Les entreprises détenues s'engageront dans la recherche, le développement et la production de drones. Et ces entreprises compteront sur les composants importés et industriels. Cela devrait conduire à davantage de projets d'investissement de drones du gouvernement. Par exemple, entre 2018 et 2022, les institutions publiques et parapubliques russes, les entreprises et les entités ont dépensé plus de 13 milliards de roubles pour l'achat de drones, et la part du ministère de la Défense et des forces de l'ordre dans ces achats était de 30%, soit 3,9 milliards de roubles. Ces chiffres ne prennent pas en compte les dépenses supplémentaires sur la recherche et développement de drones, et il n'existe toujours pas de données claires sur tous ces coûts.
Par exemple, le coût connu du premier prototype de drone de combat à réaction lourd, le S-70 Okopnik, a dépassé 1,5 milliard de roubles, près de 21 millions de dollars en 2020. Toutefois, le déficit de financement existant, les sources, la technologie, les équipements, les composants et le capital humain, ensemble avec la coupure de la Russie du monde industriel, coopération avec les pays développés, a rendu ce modèle non viable en termes de résultats matériels. J'espère que cette petite vidéo sur les drones russes vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.